Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 4 mai 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché après ce week-end prolongé, sachant que les bourses européennes étaient fermées vendredi, mais les bourses américaines, elles, du moins Wall Street, étaient ouvertes. Les bourses ont été chahutées un peu vendredi. Wall Street a terminé en baisse. Donc, on va essayer de faire un peu le point sur ce week-end prolongé qui a été riche en news, surtout avec Donald Trump qui menace de nouveau avec des représailles commerciales contre la Chine. Alors, les bourses européennes, bien sûr, sont dans le rouge actuellement dans les premiers échanges, pénalisées, comme je vous le disais, par les menaces de sanctions commerciales de Donald Trump contre la Chine, qu'il tient pour responsable de la propagation de l'épidémie de coronavirus. Effectivement, le président américain a déclaré jeudi envisager des représailles commerciales contre Pékin en affirmant que le coronavirus émanait d'un institut de virologie chinois. D'un autre côté, on a le secrétaire d'État Mike Pompeo qui a dit dimanche avoir une quantité importante de preuves, mais n'a pas contesté la conclusion des services de renseignement américains selon laquelle il n'était pas d'origine humaine. Enfin, ce matin, on a eu la publication dans la matinée à 9h55, 10h des PMI définitifs dans le secteur manufacturier en avril, qui a encore une fois confirmé l'effet dévastateur de la pandémie sur l'activité dans la zone euro. Côté US, vendredi, les indices américains ont terminé en baisse au lendemain des menaces de représailles commerciales contre la Chine lancées par Donald Trump. Effectivement, le président a déclaré qu'il préparait des mesures de rétorsion commerciale contre Pékin, expliquant être convaincu que le nouveau coronavirus provenait d'un institut de virologie chinois. Et donc, le ton de ces déclarations rappelle à de nombreux investisseurs celui qu'il employait lorsque les tensions commerciales entre les deux premières économies mondiales étaient encore la principale préoccupation des marchés. Et donc, en plus d'avoir un krach boursier avec une crise sanitaire, avec un risque économique, Donald Trump met de l'huile sur le feu et alimente les choses avec des représailles commerciales. De ce fait, les marchés, forcément, n'apprécient pas du tout euh, ce retournement de situation et ça pourrait perturber et faire chuter un peu plus les indices. On avait bien sûr les résultats en fin de semaine. On a quand même eu Amazon qui a chuté de 7,6%. Après avoir averti que les dépenses liées à la pandémie de coronavirus de l'ordre de 4 milliards de dollars pourraient le conduire à enregistrer au deuxième trimestre sa première perte depuis 5 ans. De ce fait, le titre a reculé. Moins lourdement sanctionné, on a quand même eu Apple qui a cédé un peu plus de 1,6% malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Toutefois, ce qu'il faut noter, c'est que le groupe s'est refusé à donner des prévisions pour le trimestre en cours. Donc ça aussi, c'est du jamais vu. C'est la première fois que Apple se refuse de donner des prévisions, ce qui montre à quel point finalement il n'y a pas de visibilité et qu'elle préfère tout simplement ne pas donner de prévisions que donner des prévisions alarmistes. Voilà ce que je retiens essentiellement sur la communication d'Apple. Résultat, le titre chute quand même parce que ce manque de visibilité effraie les investisseurs. Côté macro, ici ce sont les prévisions de chômage aux USA. Et effectivement, on a un institut aux USA qui s'attend à ce que le chômage atteigne un sommet au-dessus de 15%. Donc ça, c'était la prévision ici quand l'Institut avait fait sa prévision en début janvier 2020, donc on voyait qu'elle tablait quand même jusqu'à 2021
sur un chômage à 4,5 presque, 4,5 au mieux, 3,5, 3,7, enfin pas de grande évolution en tout cas. Et depuis avril, eh bien, nouvelle projection et on passe de quasiment, voilà, là actuellement on est à 4,5 jusqu'à 15. Et le nombre total de demandes de chômage initial, enfin, en gros, on pourrait passer à 15% au troisième trimestre, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, troisième trimestre 2020, 15%, sachant que le nombre total de demandes de chômage initial totalise déjà plus de 31 millions au cours des 6 dernières semaines. Donc, force est de constater que même si on a une reprise rapide de l'économie du déconfinement, ce n'est pas pour autant que les 30 millions de chômeurs qu'il y a actuellement vont retrouver tout de suite, du jour au lendemain, un emploi. Non, ça va être long. Et en fait, c'est ce qu'anticipent les marchés avec une reprise en V en se disant, après le confinement, tout ira pour le mieux, le pire est derrière nous. Pas forcément, non. Le pire n'est pas certain et le pire est peut-être à venir, dans le sens où là, la projection montre qu'on mettrait quand même quasiment un an avant de faire chuter le chômage aux États-Unis. Ce qui n'est pas rien. Donc, une récession à venir. Ici, c'est le chômage et les défauts de paiement. Ça aussi, c'est un graphique assez inquiétant. C'est à cause de l'explosion du chômage. Là, pour rappel, hein, on était à 10% en 2008-2009 hein, durant la crise. Là, la première crise des dot-com, on était monté à un peu plus de 6%. C'était pas grand-chose encore. Mais si on reprend par le passé, c'était ici vraiment le niveau intéressant. Voilà, on était quasiment à 10% et là, on a une projection à 15%. Ça, c'est un autre institut. C'est pas le même institut que du graphe précédent. C'est encore, là, ici, c'est source, c'est DB Global Research qui nous fait aussi la même prévision, à savoir un taux de chômage à 15%. Donc, pour le coup, les prévisions rejoignent celles précédentes. Mais là, c'est le taux de chômage par rapport au défaut de paiement qui va s'envoler. Apparemment, le défaut de paiement risque de s'envoler et lourdement pénaliser les banques. Effectivement, si les consommateurs n'arrivent pas à rembourser leur crédit, eh bien, ça peut faire défaut. Et c'est pour ça qu'on a les banques qui font d'énormes prévisions actuellement, car elles anticipent des risques de crédit, des risques de défaut de crédit. De ce fait, les banques pourraient, encore une fois, énormément souffrir de cette crise. Et j'ai envie de dire, bis repetita de 2008, elles apprennent pas de leur erreur et recommencent encore une fois le même schéma qu'en 2008. Ici, c'est un graphique que je vous avais pas déjà montré, mais qui ressemble un peu en vous disant que Big Tech, too big to fail, trop gros pour tomber, c'est pour expliquer la hausse du Nasdaq et du S&P récemment, c'est la hausse en trompe-l'œil. La hausse en trompe-l'œil, tout simplement parce que les GAFA, donc Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet et Facebook, ont atteint un nouveau record, c'est qu'elles pèsent plus de 20% dans la pondération du S&P 500. 20%. Donc ça veut dire qu'on a 500 entreprises, et dans ces 500 entreprises, on a seulement 5 entreprises qui représentent quand même 20% de l'indice. Ce qui permet de faire un parallèle et de mettre en perspective en fait la hausse en trompe-l'œil, comme j'essaye de l'expliquer depuis peu sur la hausse fulgurante du Nasdaq qui est positif. Il me semble qu'il a dû chuter vendredi, mais qui était positif en tout cas en fin de semaine dernière sur l'année. Hein, alors que le CAC 40 et le DAX ont quand même bien plongé, et le Nasdaq tire son épingle du jeu et affichait une performance de plus 1% depuis le début de l'année. Alors qu'on nous parle de récession historique à venir, mais non, le Nasdaq avance avec des œillères. Toutefois, eh bien, on voit bien que Amazon a chuté, Apple se refuse de faire des prévisions, Microsoft était
c'était plutôt bon dans l'ensemble. Bon, Alphabet tire ses revenus grâce à la pub. Sans la pub, Alphabet ne performerait pas aussi bien. Il n'y a pas véritablement de la création de valeur pour Alphabet. Toutefois, encore une fois, on voit que c'est ces entreprises qui tirent le S&P à la hausse, tout simplement. Si on fait une recherche approfondie dans le S&P et qu'on scanne toutes les valeurs, on voit que beaucoup de valeurs évoluent sous la moyenne mobile 200 périodes, alors que ces titres-là évoluent au-dessus. Mais voilà, si on devait prendre un indicateur, ce serait la moyenne mobile 200, et on se rend tout de suite compte que la majorité des valeurs évoluent sous la moyenne mobile 200 et que peu de titres évoluent au-dessus, et bien ce sont Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet et Facebook. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si ces titres étaient amenés à chuter, alors le S&P et le Nasdaq pourraient s'écrouler. Tout de suite, côté macro, indicateur, pardon, graphique, je veux dire, avec le CAC 40. Alors le CAC, en fin de semaine, dommage, j'avais fait le briefing des marchés en début de semaine en expliquant qu'on avait l'impression que les dés étaient pipés, en vous disant qu'on avait eu les premiers trimestres de la zone euro, de la France, de l'Italie, des États-Unis et que les marchés continuaient de monter. Effectivement, suite à ces annonces, on était dans le vert et derrière, finalement, retour à la réalité, j'ai envie de dire. J'avais évoqué que si on avait une clôture sous les 4600 points quand même, on aurait un risque de potentiellement d'avoir un bull trap et c'est exactement ce qu'on a eu. On a eu ici le fameux bull trap. Pourquoi? Voilà, on s'offre le luxe d'accélérer au-dessus des 4600, moyenne mobile 50, on gap à la hausse et on retrace. Magnifique dark cloud cover avec conditions de renforcement. Donc c'est un signal de retournement. Derrière, ça gap et pour le moment, ça part. Donc là, pour moi, les vendeurs prennent l'ascendant psychologique, clairement. On peut aller chercher les 4002, voire les 4140. C'est un peu l'objectif que j'ai là à moyen court terme. Avec ce signal, ce serait de retourner sur les 4100. C'est la première fois qu'on a un signal technique sur l'indice depuis le mois de mars, d'un signal technique vendeur, de vente en tout cas. Et pour le moment, eh bien, il a parfaitement fonctionné. Signal de renversement, couverture en nuage noir, dark cloud cover, et ça fonctionne. Et c'est la première fois qu'on avait un signal. Donc, et sur un niveau technique en plus, un moyenne mobile 50, fausse cassure, réintégration. On perd quand même 4,5 sur l'indice, c'est pas rien. Donc, j'envisage un repli maintenant, une fin de rebond et un repli en direction des voilà. Premier niveau, le gap ici. Deuxième niveau, le niveau de support à 4100, 4130, 4140. Et si on casse, je n'exclus pas un retour sur des plus bas, en tout cas. Mais là, on a eu un vrai signal technique. Donc prudence pour celles et ceux qui étaient à l'achat sur le CAC 40, car j'ai quand même bien l'impression que les vendeurs gardent la main, enfin du moins prennent l'ascendant et pourraient enfoncer le clou en tout cas sur des niveaux de support. Même conclusion pour le DAX. Hein. Ici, c'est magnifique. Le DAX, c'est une oblique. Rappelez-vous, c'est l'oblique du biseau qu'on avait juste ici. Là, on avait notre biseau à peu près. Donc, l'oblique. Donc, cassure de l'oblique, retest de l'oblique sur résistance, sur zone de résistance. Donc, couplé échec avec même constat. Un dark cloud cover avec les conditions de renforcement. Là, on était au-dessus de la moyenne mobile 50, mais là, on repasse en dessous en la gapant. Donc, pareil, signal technique assez fort, assez puissant. Et donc, logiquement, c'est d'aller, pareil, chercher le gap ici. Là. Voilà, on a un niveau de gap à 10 200 à venir combler, qui n'a pas été totalement comblé. Donc,
venir chercher ce niveau, et si on casse, pareil, ce serait un retour sur les 9004. En données 4 heures, voilà, on voit vraiment bien la pertinence de notre oblique. On est venu la chercher et voilà, signal de retournement en daily. Et pour le moment, ce serait un retour sur les 10 002. Voilà, la fameuse zone qu'on a quand même travaillé depuis le début, durant un mois quasiment, ce niveau de support. Et là, si on casse, on va accélérer en direction des 9005. Mais on a potentiellement un signal de retournement des leads de moyen long, pas de long terme, mais de moyen terme en tout cas. Pareil, c'est la première fois qu'on avait un signal de retournement. Ici, pas vraiment. Et là, on a quand même eu une belle bougie après un rebond de 50%. Donc, pareil, je me montre prudent étant donné que voilà, le chandelier intervient sur une zone technique, le retracement de la dernière vague de baisse, à savoir les 50%. Donc voilà, on est sur un niveau technique, on a des niveaux, que ce soit l'oblique, le support, les retracements de Fibonacci, et derrière on a un chandelier de retournement, donc ça incite à la prudence, et on pourrait très bien avoir une nouvelle vague de baisse durant les prochaines séances. Le Dow Jones. Le Dow Jones, pas de signal de retournement en daily. Pas de signal de retournement en daily, en tout cas. Pareil, on avait toujours ce fameux biseau, hein, on était dans des biseaux, on s'est offert le luxe d'aller chercher un peu plus haut, un peu en mode trap, un peu un piège haussier quand même. Et derrière, ça cale. Ça cale une nouvelle fois. Euh, pour le coup, on n'a pas de signal de retournement. Ici, on avait potentiellement une étoile du soir, mais la bougie... On aurait eu une étoile du soir si la bougie ici avait clôturé plus dans le corps de la première bougie ici. Et là, c'est pas le cas, vous voyez. Là, la bougie là a clôturé légèrement au-dessus, à peine dedans. Il n'y avait pas suffisamment de corps, sinon on aurait eu une belle étoile du soir. Mais elle n'est pas totalement invalidée, cette étoile du soir. Mais elle n'est pas assez puissante. Cette bougie-là manque de corps. Toutefois, ce qui m'intéresse, c'est l'hebdomadaire. Là, pour le coup, ça devient vraiment intéressant en hebdomadaire. On a une grosse zone, hein, cette fameuse zone des 25 530, et couplée à la moyenne mobile 200 qu'on travaillait depuis quand même 3 semaines. Et là, on a eu la mèche assassine en mode bull trap. Le vrai bull trap, hein, on vient chercher tous les stops. Et derrière, qu'est-ce que je note? Un pendu. Ici, hein, on n'a pas de mèche haute, on a un corps assez petit, une mèche basse assez longue qui représente 2 fois le corps de cette bougie. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, une étoile filante. Donc, pareil, on a des signaux qui nous invitent à la prudence sur tous les indices. CAC 40, Dark Cloud Cover, DAX, Dark Cloud Cover, Donald Trump qui met de l'huile sur le feu, et Dow Jones pendu et étoile filante. Donc des signaux baissiers. Enfin, on a des premiers signaux baissiers sur les indices. Là, en tout cas, le pendu a été validé puisqu'on a fait une clôture sous, on est sur la moyenne mobile 200, donc vraiment prudence sur les indices américains, on pourrait avoir une nouvelle vague de baisse. En tout cas, on a des signaux qui montrent un essoufflement du rebond actuel. Là, les futurs sont dans le rouge, ça devrait aussi ouvrir avec un gap baissier. De ce fait, eh bien, ce serait d'aller chercher des niveaux de support en direction des 22 300 en swing, hein, je parle bien sûr, mais on peut très bien aller chercher voilà 22 300, et puis si dérapage, eh bien c'est d'aller chercher les gaps ici. On a un gruyère quand même sur le Dow Jones, on a des niveaux de gap à aller chercher, donc en extension ce serait quand même les 21 000. Côté Forex, l'euro USD, j'en parlais jeudi dans le briefing des marchés en vous disant que l'euro était intéressant et qu'on avait une épaule tête épaule. L'objectif a quasiment été atteint. On allait chercher 1,10,20 au plus haut. L'objectif était à 1,10,35. Bon, 15 pips. 15 pips, peut-être qu'on va aller chercher, je ne sais pas. En tout cas, force est de constater que on n'a pas calé n'importe où puisqu'on était sur le niveau des 1,10.
Et je vous avais dit que si on cassait les indices, c'est d'aller chercher les indices 75 en extension. Pour le moment, on a fait une belle mèche et on a échoué sur le niveau des indices. Donc là, reste à savoir si c'est une vague corrective avant de repartir à la hausse ou finalement le marché considère que la course a été faite et que l'objectif a quasiment été atteint. En tout cas, celles et ceux qui sont à l'achat sur l'euro USD, n'oubliez pas de remonter vos stops et de vous mettre stop à break-even. Car là, le marché a quand même parcouru, on est passé de voilà, 1,0880 à 1,1020, donc plus de 100 pips, c'est large, ce n'est pas rien. Et il ne faut pas être trop gourmand, hein. Les figures chartistes, on a des objectifs théoriques, ils ne sont pas toujours atteints, ça arrive. Parfois, l'objectif va être largement dépassé et parfois, l'objectif ne sera pas complètement atteint, comme c'est le cas qu'on a eu sur l'USD CAD. Je ferai le point tout à l'heure. Mais il faut savoir, voilà, il faut savoir jongler avec les figures et s'adapter surtout. C'est important de s'adapter au marché. C'est pas au marché de s'adapter à vous, mais c'est à vous de vous adapter au marché. Et là, c'est le cas. Effectivement, on a notre fameuse résistance, hein, des indices, hein, c'est un gros niveau technique. Effectivement, on aurait pu aller chercher la moyenne mobile 200, ça aurait été très propre techniquement, ça correspondait à l'objectif de l'épaule tête épaule, d'aller chercher la moyenne mobile 200, mais on a une résistance à indice. Indice, c'est un seuil psychologique. Donc maintenant, je me dis prudence et voyons voir si on va pas partir dans un range, voyez-vous. Voilà. Pourrait très bien partir dans un range ici entre 1,0780 et 1,10. Je me méfie. Mais c'est le scénario. En tout cas, je considère que l'objectif a été complètement atteint. Bon, si on casse les indices, oui, on ira chercher un indice 75, mais si on est dans un range, eh bien, dans ce cas-là, il faut entrevoir maintenant une rotation peut-être des prix à l'intérieur du range. L'euro GBP. L'euro GBP, ça devient intéressant. L'euro GBP, j'aime pas où est-ce qu'on est puisqu'on est sur un milieu de range et c'est le piège, ça aussi, vous le savez maintenant que les milieux de range, on évite de se positionner dessus, c'est des pièges. Une fois on casse, on se dit super, ça va à la vente, on met le stop là-haut et puis finalement ça repart à la hausse. On se dit bon, bah je vais à la hausse. Ici, si finalement ça va à la hausse, je mets mon stop là. Oh, on se fait mécher ici, ça repart à la hausse. Vous voyez, le milieu de range, c'est le piège. C'est compliqué, ça demande à être quand même expérimenté pour intervenir euh, sur ce niveau de prix, on va dire. C'est plus facile de se positionner sur la borne basse ou la borne haute, mais ça, je me répète tous les jours quand même là-dessus. Et ça se travaille, un milieu de range, c'est compliqué, c'est piégeux, comme vous pouvez le voir ici. Toutefois, ça devient intéressant en journalier, je trouve, avec cet avalement ici qui est intéressant et potentiellement en 4 heures un double bottom voire un range. Un range dans un milieu de range, vous voyez. Mais pareil, c'est piégeux, ça demande à être expérimenté quand même puisque ce range apparaît sur le milieu de range 4 heures, donc attention. Toutefois, il est quand même assez propre. Bon, ici on a eu un bear trap, hein, pareil, hein, un magnifique bear trap, derrière avalement ça repart. Donc pas mal de bear trap ou de bull trap sur le forex qu'on a eu la semaine dernière. Là, j'ai regardé mes graphiques ce week-end et je constate qu'on a eu, que ce soit sur l'euro NZD, beaucoup de bear trap, de bull trap. C'est piégeux. C'est une période très piégeuse. Il faut vraiment avancer étape par étape, vite remonter ses stops, s'adapter très vite au marché, car même si la méthode et la stratégie sont parfois bonnes, bah, ici, voilà, force est de constater qu'on a eu un bear trap, ça ravale, derrière un beau chandelier de retournement. Et là, logiquement, c'est aller chercher la borne haute. C'est d'aller chercher la moyenne mobile 4 heures à 0,8850. Et si on casse, on valide un double bottom. Et là, ça deviendra intéressant. Mais en tout cas, on va surveiller, on essaiera d'affiner cette stratégie demain dans les stratégies bourse. Mais en 4 heures, c'est un double bottom. En 4 heures, c'est potentiellement un range. C'est même un range. Et si on casse les 0,8872, dans ce cas-là, double bottom, et ça permettra à l'euro de reprendre des couleurs et d'aller chercher les niveaux de résistance.
Donc pareil, on essaiera d'affiner tout ça au cours des stratégies bourse. L'USD CAD. L'USD CAD, pareil, hein, épaule, tête, épaule. On l'évoquait dans les stratégies bourse au cours de la semaine dernière dans le briefing des marchés. Eh bien, même constat, c'est l'objectif théorique qui n'a pas été atteint. Ça manquait quelques points. Voilà, on est venu à 1,3850. L'objectif était quand même à 1,3770. Pour moi, on n'a parcouru que la moitié du chemin, un peu plus de la moitié du chemin, mais c'est comme ça. Il faut s'ajuster, il faut pas être trop gourmand. Bah là, il n'y avait pas le ratio, vous me direz, mais il faut savoir mettre son stop à BE assez rapidement, protégé, étant donné que là, on a eu enfin, c'était quand les marchés étaient agités, c'était durant la séance de jeudi, même vendredi. Donc les bourses ont quand même été chahutées. Résultat, il y a eu pas mal de volatilité sur cette paire. Mais il faut savoir s'adapter, vite mettre son stop à break-even ou prendre une partie de ses bénéfices pour éviter d'avoir un retournement à la hausse, étant donné que l'objectif était quand même d'aller chercher les 1,3770. Donc là, pour le moment, on est sur un retour de la borne basse du canal entre la moyenne mobile de 100. Et je me dis, pareil, est-ce que finalement, on va pas rentrer dans une période de range ici? Voilà. Je surveille ce range maintenant. Je me dis qu'on a peut-être un range. Faut qu'on casse ce niveau. Peut-être qu'on va échouer étant donné qu'on est sur la borne basse du canal, la moyenne mobile 204 heures. Mais là, on a potentiellement un range. Donc maintenant, ça va être intéressant de se positionner sur les 1,4260 ou les 1,3840. Voilà, range 4 heures. Pareil, on essaiera d'affiner demain dans les stratégies bourse. Mais voilà un peu le scénario et le plan à prévoir pour celles et ceux qui sont sur l'USD CAD. L'USD face au yen japonais, pareil. On avait un triangle, mais il est pas très beau. Il est pas très beau. On a eu la cassure. Ici, on avait un niveau Ishimoku, hein. Si je le mets, on avait un gros niveau de prise avec l'Ishimoku. Voilà. Vous voyez, c'est quand même la Kijun, le plat Kijun en hebdomadaire qui était juste en dessous sous les 1,0665, donc ce n'est pas rien. La Kijun qui empêchait la baisse. Et là, on est en hebdo, donc Kijun hebdo et en daily. Voilà, on avait des signaux quand même. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser l'Ishimoku avec les figures chartistes. Ça permet de voir tout de suite si on prend le trade ou pas et si la figure va potentiellement se réaliser. Et là, on voyait que ça bloquait, hein. On avait la Kijun hebdo et là, on avait Shiku qui bloquait sur le plat Kijun. Pareil pour le bas du nuage. On avait le Kumo, donc voilà, on avait une zone de prix. En plus, les 106,65, c'est un niveau de support. Voilà, c'est une zone de polarité. Donc voilà, c'est une zone convergente, on va dire, étant donné qu'on a les prix, l'Ishimoku, tout est regroupé ici. Et donc, forcément, quand on avait notre figure, eh bien, ça a calé sur ce niveau. Voilà, on avait le triangle, cassure, mais voilà, on avait un gros niveau. L'Ishimoku nous disait ça risque de bloquer, il faudrait attendre la cassure des 106,65. Ça aussi, je l'avais évoqué dans les stratégies bourse en vous disant que quelqu'un qui utiliserait l'Ishimoku, un pur chartiste, lui, aurait vendu ici. Et quelqu'un qui utilisait l'Ishimoku aurait attendu la cassure des 106,65, disant que non, Shiku n'était pas libre, les prix butaient sur la Kijun, qu'il y avait trop d'obstacles et que cela représentait trop de risques pour se positionner à la vente. Et effectivement, on voit que le marché derrière a reparti à la hausse, enfin se stabilise, mais du coup le triangle n'est pas joli, on arrive près de l'apex et on a fait une fausse cassure, on réintègre. Bon, quelqu'un qui a mis son stop un peu haut ici n'est pas sorti par le marché, mais la figure est invalidée, en tout cas elle n'est plus jolie, on voit que ça travaille. Et pour avoir plus de baisse, c'est simple, il faut casser le support des 106,65. On casse les anciens plus bas ici, ce serait une accélération en direction des 105,35. Concernant les matières premières, le gold, je vais enlever l'Ishimoku car j'ai la moyenne mobile de 100 et 50, ça fait trop d'indicateurs. C'était juste pertinent pour l'USD face au yen japonais. Le gold,
qui a clôturé à 1700 fin de semaine. On a eu une clôture assez propre. Voilà. La clôture de la bougie s'est faite sur les 1700, donc c'est le niveau à tenir. Le gold, je m'attends à un gros mouvement là dans les jours à venir. Passant un gros décalage. J'arrive pas à savoir encore si on est dans un triangle ou un range, voyez-vous. C'est que ici, si je pars dans l'optique d'un range, c'est possible. C'est possible qu'on ait un range, mais c'est aussi possible qu'on ait un triangle. C'est que là, les prix sont pas venus complètement tester la bande basse. Et là, pareil, on est venu, mais sur mèche. Et, et, euh, et le gold aime bien consolider dans des triangles, j'ai remarqué par le passé, des triangles, des biseaux dans les ranges, c'est rare. Et je me dis qu'on a peut-être... ici, on avait un triangle, une fois on avait un triangle, je sais plus où, on donnait 4 heures. Encore une fois, c'était ici, c'était pas un range. Ici, j'étais parti sur un range aussi. Et au final, c'était un triangle. Là, je me dis la même chose. On a quelque chose, en tout cas, sur l'or. Ça consolide. Ça consolide et on aurait soit un beau triangle, c'est simple, hein. Si on échoue ici et qu'on repart, bon, c'est un triangle, c'est sûr. Maintenant, on reste à savoir où va être la sortie. Pour le moment, ça tient, mais je me dis que là, dans les prochains jours, même semaines à venir, ça va consolider dans un triangle et puis on va avoir un gros mouvement, hein, étant donné que si on reprend là, si je prends la hauteur, il va y avoir un décalage. Donc, soit on aura une grosse accélération en direction des 1008, soit au contraire une grosse prise de bénéfice sur l'or, mais je m'attends à un décalage de l'or là dans les prochains jours ou semaines plutôt dans les prochains jours. Peut-être pas tout de suite dans l'immédiat, mais d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine, j'attends de voir la consolidation qui va se mettre en place. Le Brent, qui reprend un peu des couleurs, comme le WTI. Bon, ça perd quand même 3%, on est toujours dans un canal baissier. Bon, on va se mettre en hebdo à bord. Mensuel en premier. Bon, mensuel, point intéressant, c'est la fameuse oblique qui a tenu, l'oblique basse du biseau descendant de très long terme. Donc pour le moment, ça tient. C'est un niveau clé, hein, c'est un niveau que j'attendais depuis un bout de temps sur le Brent, on est venu le chercher. En hebdomadaire, on a potentiellement une divergence haussière, cette dernière n'est cependant pas validée, mais on a potentiellement une divergence. Toutefois, je reste quand même prudent, vraiment, sur le pétrole. Mais je note cette divergence qui est sur une zone. En journalier, on a notre canal, hein. Toujours, on a notre canal. On a potentiellement aussi une divergence ici en daily. Et on travaille la zone des 50. Donc en fait, c'est le niveau à passer, c'est les 27. C'est les 27, c'est les 24, et pour le moment, ça bute. Et on est sur le niveau des 50. Voilà, on a échoué sur le niveau des 50, c'est intéressant. C'est le niveau à franchir pour espérer plus de hausse sur le pétrole. Sous ce niveau-là, sous les 27, ça reste baissier pour moi. C'est juste un rebond. C'est un rebond pour le moment, on a éventuellement le canal. Mais là, au cours des prochaines séances, ça va venir aussi buter sur le canal. Et voilà, on a eu un très beau rebond hein, sur le pétrole quand même. Faut pas, on dirait pas, mais bon, 30%, c'est pas rien sur le pétrole vu le contexte actuel. Et donc, et donc, mais donc il est normal maintenant qu'on bute sur résistance, sur les 27. Voilà, on a la moyenne mobile 204 heures, on a un niveau de prix à 27. Le RSI travaille la zone des 50, on a potentiellement une divergence hebdomadaire, mais c'est baissier. Voilà, là on va travailler la moyenne mobile 4 heures, ça va être intéressant. On avait échoué ici, on avait échoué ici, là on est en train d'échouer.
Et pour plus de hausse, il faut casser les 27. Voilà. Si on casse les 27, ce qui va me déranger ce sera quand même la borne haute du canal. Mais si on casse les 27, effectivement, on pourrait aller chercher les 32. Mais pour le moment, théorie de dos, hein, des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc théorie de dos, théorie baissière. Certes, très beau rebond, mais consolidation, enfin consolidation. On a atteint un niveau technique important, les 27, mais la pression vendeuse se fait quand même se fait sentir, tout simplement. On a un marché qui est lourd, et puis on verra bien avec les stocks, et puis on verra bien si Goldman Sachs a raison de dire que la capacité de stockage aux États-Unis arrivera à saturation d'ici, du coup maintenant c'est dans 2 semaines en gros, d'ici 2 à 3 semaines. On verra. Donc, et puis peut-être que le WTI finira encore en territoire négatif à la fin du mois. Honnêtement, on a beaucoup d'incertitudes sur le pétrole actuellement. Pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser quand même au Bitcoin. Ça devient intéressant sur la crypto. Voilà, le niveau, le mur, c'est le mur à franchir. C'est les 9003, 9006, c'est notre oblique qui passe par les plus hauts. On va zoomer un peu tout ça quand même. Hop. Voilà. Donc c'est le niveau à franchir, c'est the wall, quoi, c'est le mur. 9003, 9006, hein, c'est la zone de polarité ici, elle n'a pas changé depuis la dernière fois. Et c'est le niveau en fait qui permettrait de dire que ça y est, le Bitcoin est haussier. Là, c'est toujours baissier en fait. C'est baissier, et si on casse ce niveau, on pourrait dire la tendance est haussière. Mais là, ça reste baissier. Donc c'est un gros niveau de prix, c'est l'oblique et c'est la résistance horizontale. Et pour le moment, les acheteurs sont maintenus en échec sur ce niveau. Voilà. Et c'est le niveau à passer. C'est le niveau à passer. Et une cassure au-dessus, oui, permettrait d'aller chercher 10 009 et 12 000 en extension à moyen long terme. Mais pour le moment, sous ce niveau-là, je comprends ceux qui tentent des ventes. Effectivement, avec un stop sous les plus hauts ici, là, sur mèche. Certains ont peut-être vendu ici, avec un stop juste au-dessus de la mèche, au dessus des 9600, et puis oui, hein, j'exclus pas un retour sur les 7630. Peut-être avoir une percée ici, après, derrière, mais on va le travailler ce niveau. Sinon, si on casse, par contre, hop, ça va retomber. Et effectivement, en 4 heures, voilà, on a quand même ce beau canal qui permet de cadrer la dynamique des prix. Et voilà, on avait un gros niveau, borne haute du canal 4 heures, oblique, résistance horizontale. Donc oui, là, c'était le niveau parfait pour vendre. Le RSI complètement au niveau voilà, surachat total. Donc à la sortie, effectivement, ça pouvait faire un trade sympa. Mais on va travailler. C'est la zone à travailler. Et si on casse, par contre, voilà, il faudra surveiller la cassure du canal. Par contre, là, la cassure du canal montrerait que les vendeurs ont pris pareil l'ascendant et qu'on aurait un retour sur des plus bas. Mais là, pareil, est-ce qu'on n'a pas un petit range ici? Il n'est pas très joli, hein, vous voyez, ou un espèce de triangle. On peut. Tac. Voilà, peut-être qu'on a un triangle de consolidation. Bon, bah, on va avoir la moyenne mobile 50 qui va s'avancer. Si ça prend appui sur les prix, que ça casse, oui, ça devrait aller chercher ici. Mais par contre, si on casse en dessous, ce sera un retour sur la borne de base. Donc pareil, on va faire le suivi au cours des prochains jours, car ça va être intéressant de suivre le BTC. Là, on est sur vraiment un niveau clé qui va confirmer soit oui, la crypto passe dans une tendance haussière, ou soit c'est un échec cuisant et, euh, et derrière, on repart à la baisse sur des niveaux de support. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour les autres, eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre demain à 14 h pour les stratégies bourse. Ça nous permettra d'affiner quelques stratégies sur les classes d'actifs que je viens d'évoquer. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés
et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.